Merci, bonjour à tous. Bon, j'arrive à la fin de la session, donc j'ai écouté les présentations de mes prédécesseurs et finalement la réflexion que je me faisais là en vous écoutant tous, c'est que c'est la même chose. Quelle que soit la maladie neurologique qu'on va prendre, on se retrouve devant les mêmes problématiques, les mêmes fardeaux. Bien sûr, il y a quelques spécificités en fonction de la pathologie, mais tout ça, c'est quand même un petit peu la même chose. Donc en ce qui concerne les démences, vous savez que la population âgée est en train d'augmenter à travers le monde, pour ne pas dire d'exploser. Et les prévisions, c'est que ça sera 1,5 milliard de personnes âgées en 2050. Et bien sûr, les démences, c'est corrélé à l'avancée en âge de la population. Donc les démences vont bien sûr augmenter aussi et de façon exponentielle. On est peut-être que au début de la vague du tsunami, si on peut dire comme ça. Donc selon l'OMS, déjà en 2022, c'était 55 millions de cas de démence. Et vous voyez, on va dépasser les 100 millions d'ici à 2050. Et on retrouve aussi les mêmes données que ce qu'a dit Hamid Ouhabi aussi tout à l'heure et Fouzi. C'est que la majorité des patients atteints de démence vivent dans les pays en développement, et c'est encore un écart qui va se creuser, puisque là aussi on va atteindre pratiquement les 3/4 des sujets qui seront dans les pays en développement d'ici à 2050. Alors vous le savez, la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente des démences, suivie des démences vasculaires. Il y a une longue phase asymptomatique, et puis ensuite vous savez qu'on a des manifestations cliniques variées qui vont du trouble cognitif léger jusqu'à la détérioration très importante et sévère des fonctions cognitives, avec une évolution progressive et prolongée, ce qui fait que ça, c'est quand même une petite particularité des démences par rapport à des maladies qui vont être fixées comme des séquelles d'AVC, c'est que de la part de l'entourage et de la part de la société, il y a une adaptation permanente en fait au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, et c'est une affection qui génère un handicap cognitif et donc fonctionnel, mais également une perte d'autonomie bien sûr très importante, mais aussi un handicap moteur à la fin de la maladie. Donc les démences ont un impact bien sûr négatif sur le bon déroulement des activités, et elles sont responsables d'un fardeau qui est multifactoriel, aussi bien pour le patient, pour sa famille que pour la société, avec un fardeau donc, on retrouve ce que vous avez déjà tous décrit, épidémiologique mais également économique, et un coût, un fardeau humain extrêmement important. Alors, bien sûr, je suis partie déjà, j'ai regardé un petit peu ce fameux GBD dont on a tous parlé de 2021, publié dans le Lancet Neurology. Et les démences, regardez, elles font partie des 10 affections qui ont été, bien sûr, responsables de plus de dailies en 2021. Alors, Alzheimer's Disease and Other Dementia, elle vient en premier parce que je pense que c'est classé par ordre alphabétique, mais je suis pas sûre. Parce que sur le tableau, on les voit là, effectivement, en premier dans le tableau après avoir vu les données générales sur l'ensemble des maladies neurologiques, mais c'est pas celle dont le nombre est le plus important. Alors, le fardeau épidémiologique des démences, il y a eu un papier du GBD, plutôt avant le papier de 2021, qui est sorti en 2019 et qui a repris en fait les données de 2016. Donc bien sûr, c'est des énormes données, donc ça leur prend du temps. Il y a 3 ans, ils ont arrêté les chiffres, et 3 ans plus tard, la publication de l'article, c'est normal. Donc il y a un énorme nombre de sources de données, mais regardez quand même, ce qui est quand même intéressant, mais c'est aussi un peu critiquant pour nos régions, c'est que sur les 13 des 21 régions étudiées, il y a moins de 5 sources de données de prévalence. Alors que sur les données qui viennent des pays en développement, il y a évidemment beaucoup plus de données épidémiologiques. Il faut aussi avancer quelques critiques que les auteurs avancent pour dire que les démences, dans le diagnostic, il y a quand même une grande hétérogénéité. D'abord parce que les critères du DSM ne sont pas toujours les mêmes qui sont utilisés pour le diagnostic. Ensuite, parce que les cut-offs pour les scores, pour les tests de dépistage ne sont pas toujours les mêmes. C'est pas toujours les mêmes tests de dépistage qui sont utilisés, bien sûr. Donc, ça donne bien sûr des possibles différences dans les estimations de prévalence. Et puis, il y a parfois un petit peu aussi dans ces études épidémiologiques sur les démences des sortes de confusion. On ne sait pas si on parle des démences en globalité, si on parle plus de l'Alzheimer que de toutes les démences. Et les chiffres, bien sûr, vont être un petit peu différents si on regarde l'ensemble des démences. Ça évalue encore plus vers le haut, avec les démences vasculaires. Alors, les estimations dans les études de GBD se font par des méthodes standardisées.
Et je ne reviens pas parce que tous ces paramètres, on les a vus puisque vous en avez tous parlé, donc je ne vais pas redéfinir tout ça, c'est déjà fait. Alors, on va regarder le nombre de cas de démence. Donc, je l'ai dit, l'OMS a avancé en 2022, c'était 55 millions. Ça a augmenté entre 90 et 2016 de 117%. Par contre, si on regarde la prévalence standardisée, l'augmentation n'est que de 1,7%, parce que c'est un calcul en fait différent, prévalence standardisée selon l'âge. Alors, si on regarde un petit peu la répartition mondiale des démences, il y a bien sûr des zones à prévalence élevée, des zones à prévalence intermédiaire. Alors, dans l'étude GBD 2016, la prévalence standardisée la plus élevée se situait en Turquie et au Brésil, en seconde position, et les prévalences les plus basses au Nigeria et au Ghana, mais ça fait partie des régions qui ont donné le moins de data, de données épidémiologiques aussi, il faut bien le dire, en particulier le continent africain. Donc, la prévalence, bien sûr, augmente avec l'âge, ça c'est une évidence. Tant chez les hommes que chez les femmes, elle double environ tous les 5 ans. Et ensuite, ça se ralentit un petit peu. Et l'étude GBD 2016 a confirmé ce qu'on savait déjà, c'est qu'il y a une nette prévalence féminine et que cette prévalence ne serait pas uniquement due à la plus longue espérance de vie chez les femmes. Il y a d'autres facteurs démographiques et épidémiologiques qui entrent en jeu. Alors, autre paramètre épidémiologique, on regarde le nombre de décès, bien sûr. Le taux de décès a augmenté de 148% entre 90 et 2016, parce que c'est les 2 années, en fait, où ils ont réévalué les données épidémiologiques. Et les démences représentent, en termes de décès, quand même la 5e cause de démence, tout âge confondu, après les cardiopathies ischémiques, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les hémorragies intracérébrales et les AVC ischémiques. Par contre, si on regarde les personnes âgées de plus de 70 ans, c'est la 2e cause de décès après les cardiopathies ischémiques. Donc, c'est pour dire le poids épidémiologique des démences dans la population âgée. Alors, si on regarde les dailies maintenant, donc c'est 28,8 millions de dailies qui sont occasionnés par les démences. Et cette proportion augmente nettement si on regarde, c'est 1,2% tous âges confondus, mais ça augmente chez les plus de 70 ans à 6,3%. Plus de femmes que d'hommes sont décédées de démence quand les chiffres ont été arrêtés en 2016. Ces millions de dailies perdus en fait en 2016 pourraient être attribués à des facteurs de risque, et dans le GBD 2016, ils ont essentiellement étudié 4 facteurs de risque de démence. Ils ont confirmé, c'est un IMC élevé, un taux de glycémie à jeun élevé, le tabagisme et une diète riche en boissons sucrées. Et ils ont essayé d'établir pour chacun de ces facteurs de risque un niveau d'exposition minimum théorique qui augmente le risque d'effet de ces facteurs de risque sur la santé. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, hein, on pourra en discuter pour montrer un petit peu quels sont les cut-offs au-delà de quel taux cela devient un réel facteur de risque. Ils n'ont pas évalué comme facteur de risque l'inactivité physique et l'absence d'éducation, qui sont des facteurs reconnus de démence, mais ils disent dans l'article 2016 que ça sera pris en compte dans les prochaines études du GBD spécifiques à la démence. Alors, il y a d'autres facteurs de risque modifiables, comme l'a montré le rapport de la commission du Lancet en 2017, groupe de travail donc mené par Livingstone, et ils ont montré que d'autres facteurs de risque tels que la perte auditive, donc ça on le sait très bien, les pertes sensorielles en particulier chez le sujet âgé, aggravent le risque de démence et accélèrent les troubles cognitifs quand ils ont déjà commencé. Donc il faut s'occuper de la sensorialité des sujets âgés, bien sûr avant l'installation des troubles cognitifs, la vision et l'ouïe, on pense moins à l'ouïe souvent. Donc il confirme l'éducation, le tabagisme, la dépression, l'inactivité physique, l'isolement social, et que si on combine tous ces facteurs de risque, ça représente jusqu'à 35% du fardeau des démences. Et l'inverse, ça veut dire que si on contrôle tous ces facteurs de risque, on permettrait probablement d'éviter peut-être jusqu'au tiers des cas de démence. C'est pas les éviter totalement, mais en tout cas, c'est beaucoup décaler leur installation, ce qui fait permettre de gagner, bien sûr, des années par rapport à l'espérance de vie. Alors, bien sûr, étant donné que l'espérance de vie et le vieillissement de la population continuent à augmenter, le seul moyen de réduire le fardeau, c'est de disposer de traitements curatifs, ce dont on ne dispose pas jusqu'à l'heure actuelle pour les démences, ou alors d'agir, bien sûr, sur les facteurs de risque
Et c'est ça qui est important pour les études épidémiologiques, de les identifier, de bien les comprendre, afin de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces facteurs de risque et en particulier aussi de convaincre les décideurs et la communauté médicale. Alors, le fardeau économique, je ne vais pas asséner des tas de chiffres, parce que dans le GBD, il y a énormément de chiffres. C'est assez fastidieux à lire. Il faut essayer d'extraire un petit peu ce qui est intéressant, justement. Alors, quelques chiffres quand même. Moi, je m'en doutais, mais j'ai été quand même assez effarée, même si c'est notre domaine, on connaît, mais quand on revoit les chiffres, on se rend compte de l'ampleur du phénomène. Regardez, en coût mondial, tout coût confondu, 2018, 958 milliards de dollars US, ça devrait augmenter de façon très importante et pour l'instant, 90% des coûts sont supportés par les pays à revenus élevés qui ne sont pas les pays dans lesquels il y a le nombre le plus important. Donc il y a là aussi une sorte de fossé, de décalage en fait entre la réalité et les moyens qui sont mis en place. Donc c'est important bien sûr de générer des estimations des coûts pour démontrer aux décideurs politiques le poids. Alors, le fardeau économique, je pense là aussi que vous en avez parlé les uns et les autres, donc je n'ai pas tout détaillé. Les coûts directs médicaux, les coûts directs non médicaux, les coûts indirects, ce sont les soins informels dispensés par les proches et en matière de démence, ils sont particulièrement importants. Et là aussi, comment les évaluer sur le plan économique? Il y a un manque à gagner, bien sûr, lié à la baisse ou à l'abandon de l'activité professionnelle, mais pas seulement pour le patient, parce que le membre de la famille risque aussi d'être moins rentable sur le plan professionnel, voire d'abandonner son activité. Et puis les coûts intangibles, qui sont le retentissement psychologique et émotionnel, non mesurable, mais qu'on peut approcher par des mesures en particulier de qualité de vie ou du fardeau. Donc je vais passer sur ces deux tableaux, c'était juste pour montrer un petit peu tous ces coûts économiques. Donc il y a les coûts sociétaux totaux, il y a des coûts directs, et puis cette perte d'indépendance et les troubles psychocomportementaux, en particulier l'agressivité et l'agitation, qui sont dans les populations occidentales des facteurs clés d'institutionnalisation. Et bien sûr, l'institutionnalisation pèse un poids très important dans les pays occidentaux, les pays donc développés, en termes de coûts. Bien sûr, au moment de l'institutionnalisation, ça va faire beaucoup augmenter le fardeau économique des démences. Bien sûr, il y a des différences entre les pays en fonction des systèmes de santé et de protection sociale. Alors, le fardeau humain des démences, on peut en consacrer toute une journée sur le fardeau humain. Bien sûr, l'entourage a une place considérable auprès de la personne atteinte pour suppléer aux incapacités du patient. Et on parle énormément en termes de démence de l'épuisement de l'aidant, et c'est une réalité, on le voit dans nos consultations de la mémoire. On passe parfois beaucoup plus de temps à la consultation de la mémoire, à faire du soutien psychologique finalement pour l'accompagnant du patient, que réellement à consacrer en tout cas tout le temps de la consultation au patient lui-même. Parfois les choses sont assez claires. Donc c'est un fardeau extrêmement lourd. Il y a une perturbation de la relation bien sûr entre le patient et son aidant. Et cette perturbation de la relation risque d'impacter négativement sur l'état du patient lui-même, parce que quand l'aidant est épuisé, il y a un risque pour le patient. D'accord ? Risque bien sûr que l'aidant ne puisse pas être en capacité de s'occuper, jusqu'à un risque plus élevé carrément de maltraitance, qui sont des choses réelles. Il ne faut pas non plus être dans le tabou. C'est des choses qui existent, même si je pense qu'elles sont quand même assez rares. Alors, les conséquences du statut de soignant sur l'aidant, c'est 5 domaines. La santé, je ne vais pas lire tout ça, je vous le laisse le lire. Les activités sociales et de loisirs, le retentissement bien sûr sur les activités professionnelles, sur le revenu et sur la qualité des relations familiales et sociales. Alors, le climat émotionnel de l'aidant et un éventuel dysfonctionnement du comportement de l'aidant, c'est très important parce que ça peut générer des comportements peu adaptés ou mal adaptés, en particulier soit un surinvestissement trop important de l'aidant qui peut être délétère pour le patient et pour l'aidant lui-même, ou alors au contraire des attitudes hostiles envers le patient ou des attitudes critiques. Et les attitudes de l'aidant sont corrélées au niveau d'épuisement et peuvent être prédictives d'un taux élevé de troubles de comportement chez le patient démence que j'ai déjà dit. Alors, dans les déterminants du fardeau, il y a des facteurs liés au patient. Ce sont les troubles psychocomportementaux, le caractère imprévisible des comportements
Et de façon un petit peu surprenante, les troubles cognitifs en eux-mêmes ne sont pas les facteurs du patient qui sont le plus liés au fardeau de l'aidant. Il y a eu des comparaisons à niveau de plus en plus important de troubles cognitifs. C'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les troubles psychocomportementaux. Et on le sait intuitivement, bien sûr. Alors, les facteurs liés à l'aidant, il y a énormément de choses. Ce sont les déterminants les plus puissants du fardeau. Et il y a bien sûr des différences dans les profils d'adaptation. Donc là, ça va dépendre beaucoup des capacités de l'aidant, en fait, à mettre en place des stratégies. Et c'est ce que les anglo-saxons ont appelé le coping, c'est-à-dire faire face. Alors, il y a des différences aussi en fonction du genre de l'aidant. Les femmes sont plus représentées parmi les aidants et encore plus dans des sociétés comme les nôtres. Où on voit souvent, bien sûr, l'épouse, quand c'est l'époux qui est malade, puis les filles, puis parfois d'autres femmes de la famille, en particulier la belle-fille, en particulier une nièce. Ça, on le voit beaucoup dans nos consultations Alzheimer. Le niveau de fardeau semble plus élevé chez les aidants de sexe féminin, avec un taux de dépression plus important et une plus grande vulnérabilité. Il y a plusieurs explications qui sont avancées. Alors après, le fardeau, c'est pas uniquement le conjoint. En deuxième ligne, ce sont les enfants des patients atteints de démence. Le fardeau sera différent. Bien sûr, ça va dépendre du contexte de vie, des événements de vie traumatisants. Et certains facteurs associés au fardeau insistent beaucoup sur le manque d'information du soignant. Ça augmente le fardeau quand le soignant ne comprend pas la maladie ou quand il ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc, bien sûr que l'information est très importante pour soulager le fardeau, mais on va en parler dans la session un point de vue neurologue psychiatre, c'est l'un des, justement, la thématique. Alors, je vais parler un petit peu rapidement des ressources et des stratégies utilisées par l'aidant pour faire face à cet énorme fardeau et à ce tremblement de terre qui arrive dans la vie de cette famille quand on annonce le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer ou d'une démence. Maintenant, tout n'est pas négatif. Il y a des personnes qui ont une résilience et une capacité de faire face qui vont assez rapidement rebondir et très rapidement mettre en place des stratégies d'adaptation à la maladie. Parfois, ça va prendre plus de temps. Parfois, il y a des personnes qui n'y arriveront pas. Et c'est là où les soignants doivent prêter beaucoup attention, les professionnels de santé, à détecter chez les aidants de patients les morbidités et les comorbidités et aussi les attitudes négatives pour essayer d'aider cette famille et cet aidant principal. Donc parfois, chez l'aidant principal, il peut y avoir des sentiments positifs, des sentiments de satisfaction, de développement personnel, d'accomplissement, même un sentiment de bénéfice personnel parce qu'on fait une bonne action. Et il y a, en particulier dans des sociétés comme la nôtre, le sens du devoir et le respect des aînés qui est très marqué et qui aide certainement dans le soulagement du fardeau, puisque c'est une idée, c'est normal. On va pas forcément voir ça comme un fardeau, c'est normal de s'occuper de ses parents âgés et de ses parents âgés qui sont malades, c'est normal. Alors, il y a bien sûr une perte de la relation et une perte de la réciprocité. Et donc, le conjoint, parfois, a un sentiment d'insatisfaction parce que il va faire beaucoup d'efforts, mais le patient ne reconnaît pas ces efforts puisqu'il n'a plus les capacités cognitives de le faire. Et donc, c'est un petit peu voué à l'échec. Donc, ça peut donner une impression de frustration de la part de l'aidant. Mais ce qui porte souvent la chose, c'est qu'il y a eu tout un passé, bien sûr, en particulier quand c'est une relation conjugale ou une relation parent-enfant, avec une affection mutuelle et souvent une sorte de réciprocité avec une sorte de dette du passé. Ce parent malade a fait tellement pour moi que c'est normal maintenant que je lui rende. Si c'est un conjoint qui travaillait, l'épouse l'a soutenu pendant toute sa vie professionnelle, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit ça, un monsieur qui m'a dit « mais elle a tellement sacrifié pour moi, mon épouse, c'est normal maintenant que je lui rende tout ce qu'elle a fait comme sacrifice pour moi, c'est normal ». On a des fois des témoignages assez poignants. Alors mesurer le fardeau, c'est mesurer par la qualité de vie, mais je vais aller assez rapidement. On va surtout regarder la comorbidité psychiatrique et ou la dépression pour les soignants, c'est très important, les activités de la vie quotidienne et l'engagement dans des activités, en particulier quand il s'agit d'activités expressives, activités donc actives. Par contre, le fardeau va être disons plus important quand le sujet n'est plus capable de faire ces activités actives et qu'il est plutôt dans des activités passives que je vais vous montrer ici
sur cet article de Behrens qui classe en fait un petit peu activités reliées donc aux soins à la personne, activités actives par exemple reliées aux animaux. On parle beaucoup actuellement de pet thérapie dans la prise en charge des Alzheimer, en particulier en maison de retraite médicalisée, activités artistiques, de musique, bien sûr, la marche en extérieur, jouer à un jeu, etc. Activités passives, par exemple, regarder la télévision, écouter la radio, bien sûr, c'est moins stimulant et ça réduit moins le fardeau de l'aidant. Alors, si on compare, il y a des études sur la qualité de vie en fonction si elle est évaluée par le patient ou si elle est évaluée par l'aidant. Et bien sûr, vous imaginez bien que le patient a tendance à s'auto-évaluer comme étant une meilleure qualité de vie que ce que va évaluer son aidant. Et ceci d'autant plus que la détérioration cognitive augmente parce qu'il y a bien sûr un manque de conscience des troubles qui va aller en augmentant avec l'évolution de la maladie. Je vais passer. Alors, il faut distinguer aussi les activités marchandes et non marchandes. Les activités familiales deviennent de plus en plus difficiles avec des conséquences parfois économiques. Par exemple, un grand-parent qui avait l'habitude d'aller chercher le petit enfant à l'école ou de le garder à la maison, qui ne peut plus le faire à cause de son atteinte cognitive, eh bien les enfants vont devoir mettre en place une autre garde à domicile, par exemple, ce qui va constituer un coût économique supplémentaire. Et puis, les réactions face à la maladie diffèrent bien sûr selon les caractéristiques propres à la personne et à chaque individu, mais ça, je pense que je l'ai déjà dit. J'ai parlé des stratégies de coping, je ne vais pas m'étendre sur cette présentation. Alors, il y a une inversion forcée des rôles. Et ça, c'est aussi bien si l'aidant est un conjoint, par exemple, dans les sociétés, on va dire, où le schéma, où la relation conjugale reste traditionnelle, c'est quand même les épouses qui vont assumer le plus des activités ménagères, alors que les époux vont assumer plus les activités financières et de gestion des tâches financières. Donc ça va s'inverser. Et le conjoint qui se retrouve à prendre en charge ces activités-là peut être parfois totalement incapable de le faire, surtout à un âge tardif où il faut apprendre quelque chose de nouveau. Pour l'enfant aidant, souvent les familles, les enfants nous disent « Je me retrouve comme si j'étais le parent de mon parent ». Et ça me dérange. Je ne sais pas comment faire. C'est quelque chose, bien sûr, pour laquelle je n'étais pas préparée. Donc ça, je l'ai dit. Je sais que je suis en retard, Monsieur le Président. Je passe mes diapositives, désolée. Le placement en institution, ça nous concerne très peu, mais ça commence quand même. Il y a certains centres pour personnes âgées qui restent plus actuellement des centres sociaux, c'est-à-dire des personnes âgées qui n'ont pas de famille, ou en tout cas pas de famille pouvant les prendre à domicile. La majorité de la prise en charge des patients déments reste au Maroc faite par les familles de malades qui assument bien sûr le fardeau complet. Donc pour conclure, les démences représentent, comme je vous l'ai montré, un énorme fardeau sociétal, économique et humain qui ne va aller qu'en s'aggravant et qui va toucher vraiment de plein fouet les pays en développement, qui sont les pays les moins armés pour faire face à cette énorme vague qui arrive. Donc là, vraiment, le maximum à faire pour l'instant, puisqu'on n'a toujours pas de médicaments, même si on les attend avec impatience, c'est l'action sur la prévention qui va être primordiale pour infléchir la courbe, mais aussi les nécessaires actions au domicile des patients pour soulager le fardeau des familles. Et là, il faut absolument que nos décideurs politiques, et en particulier au niveau du ministère de la Santé publique, réfléchissent sur comment améliorer la prise en charge à domicile des patients déments et comment aider les familles et imaginer des passages à domicile d'auxiliaires de vie, mais qui seraient pris en charge par le système de sécurité sociale. Je vous remercie, désolée d'avoir été un peu longue.